Bonjour Bertrand. Bonjour, salut. Ma première question, ce sera un peu, on va te demander de te présenter un peu, de nous dire un peu où est-ce qu'on se trouve là actuellement. Moi c'est Bertrand Loire, donc on est dans l'atelier de menuiserie de Longomaille, collectif autogéré depuis 1973. Ça fait combien de temps que toi tu fais partie de ce collectif? Une douzaine d'années maintenant, D'accord. environ. Et collectif autogéré, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par ça? Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de salarié, et chacun s'organise avec les autres pour les différentes activités qu'il y a sur le terrain. C'est une ferme coopérative en fait. Donc c'est essentiellement des activités agricoles, artisanales, semi-industrielles, Ouais. on pourrait dire. Et toi, donc ici tu es menuisier. Ouais, beaucoup, ouais. Je fais beaucoup de menuiserie, un petit peu de radio, et depuis quelques années je m'occupe des chevaux aussi. D'accord. Et à côté de ça, tu es aussi auteur. Tu as écrit déjà quelques livres. Ouais, enfin surtout un livre, c'était les êtres vivants ne sont pas des machines, paru à la lenteur en 2018. Et là j'ai en projet de sortir en début 2022 la réappropriation contre le progrès. Enfin c'est le titre provisoire pour l'instant, mais... En fait, il faut distinguer d'abord technique et technologie. Justement, les techniques, c'est plutôt les choses qu'on peut s'approprier soi-même dans le cadre d'une communauté plus ou moins élargie. Et la technologie qui est vraiment le truc de la production industrielle moderne. C'est-à-dire qui implique déjà une infrastructure pour pouvoir être mise en œuvre. Ouais, la technocritique, c'est un terme qui a été remis au goût du jour par François Jarige, l'historien des techniques, avec son livre qui s'appelle justement Technocritique. Pour donner une définition peut-être un peu rapide, c'est justement essayer d'articuler une critique sociale et critique de la technologie. Et à mon avis, les deux sont indissociables parce que justement toutes les structures technologiques et industrielles qui sont en place, elles induisent une domination de l'ensemble de la société par les gens qui détiennent ces structures. Et donc on ne peut pas prétendre faire une critique sociale qui a pour objectif de s'émanciper des formes de domination sans faire une critique de la technologie qui est une forme de domination justement. Dans la société dans laquelle on vit actuellement, il y a encore une espèce de fascination pour le progrès. Il y a tout le côté, les transhumanistes, la 5G qui vont nous apporter enfin le bonheur par la diffusion des marchandises. Et en fait, toute cette idéologie du progrès, malgré tous les catastrophes qu'il y a ces dernières décennies, elle est encore très présente dans la société, quoi. L'idée que la science, la technologie, la marchandise vont pouvoir résoudre tous les problèmes, du moins leur trouver des solutions plus ou moins durables, elle est encore très présente. Et en fait, ce bouquin, c'est une espèce de manifeste anti-progressiste, mais néanmoins révolutionnaire, je dirais. On assimile toujours aussi le progrès à l'émancipation sociale et politique, alors qu'en fait, c'est exactement le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire que le développement scientifique, industriel, a toujours apporté des armes aux plus puissants, pas seulement les capitalistes, mais aussi les États. En fait, le progrès, tel qu'il a été conçu depuis presque 2 siècles maintenant, ça a été surtout le progrès de la marchandisation de la vie, le progrès scientifique et industriel, c'est-à-dire en fait le progrès de la puissance de domination des classes qui sont déjà propriétaires du monde, quoi, en gros. Et donc cette notion de progrès, il faut l'abandonner sur quasiment tous les plans et passer à autre chose et à passer à une vision de l'histoire de l'humanité qui n'est pas orientée vers un but qui serait l'aboutissement logique du développement scientifique, industriel, etc. Tout le côté médiatique était évidemment très important parce que ça imprègne littéralement la plupart des chroniqueurs, des médias mainstream, même encore d'ailleurs certains médias alternatifs aussi, mais bon, forcément tout le monde travaille à l'amélioration des choses à son propre niveau.
Et donc cette idée, elle est très présente dans la société actuelle, d'autant plus qu'il y a le côté compétition économique, il y a le côté accumulation du capital, qui font que les industriels essayent d'améliorer leur production. Sauf qu'il y a une confusion en fait entre une espèce de mouvement d'amélioration, de perfectionnement dû aux sciences et aux techniques, et aussi à la rationalisation des organisations, dont l'objectif en fait n'est pas l'amélioration du bien-être des individus, mais l'accumulation du capital en général, et plus particulièrement l'accroissement de la domination sur les individus en fait. Il y a eu tout un mouvement de désindustrialisation de la production qui fait que on a l'impression d'être dans une société post-industrielle entre guillemets, alors qu'en fait on est encore dans une société à fond industrielle, sauf que la production, les nuisances qu'elle induit, elles sont moins visibles que de par le passé, quoi. Le fait qu'une partie de la production industrielle soit délocalisée, c'est une chose, mais ça ne veut pas pour autant dire que les gens ici, dont le confort matériel repose sur des exploitations et des pillages dans d'autres pays, ça ne veut pas dire qu'ils sont heureux de leur vie et satisfaits. Ouais, non. Enfin, ouais, il y a peut-être des gens qui ont une aisance matérielle et financière qui s'estiment assez satisfaits de leurs conditions, mais je pense que la grande majorité, le mouvement des Gilets jaunes l'a montré aussi, il y a une insatisfaction vis-à-vis de la manière dont les gens en vivent au quotidien, avec toute la pression économique qui leur est mise dessus. Il y a une insatisfaction qui est canalisée à travers un certain nombre de marchandises, de consommation, le sentiment de puissance que peuvent susciter un certain nombre de marchandises comme la bagnole ou d'autres choses de ce genre, etc. Et fondamentalement, c'est une espèce de fuite en avant aussi pour contrer l'insatisfaction. On se lance dans la consommation et ça fait que reporter les problèmes en fait. Il y a beaucoup d'écolos médiatiques voient la solution de la crise écologique dans le développement technologique et scientifique, qui va apporter des solutions à l'échelle globale, parce que c'est l'échelle la plupart du temps à laquelle ils envisagent les problèmes. C'est une espèce de chantage à la démesure de la société industrielle qui crée des problèmes qui sont effectivement monstrueux. Là maintenant avec le changement climatique, c'est à l'échelle de toute la planète que ça se joue. Et donc, à partir de ces problèmes qui sont effectivement globaux, on essaie de trouver des solutions globales aussi. Et du coup, on reconduit forcément toute l'idéologie du progrès, c'est-à-dire qu'il faut trouver des solutions à la même échelle que celle des problèmes. Ça, c'est un peu ce que dit d'ailleurs Frédéric Lordon dans un certain nombre de ses essais. Il faut une solution globale aux problèmes globaux. En gros, ça veut dire l'État, les instances internationales, ça veut dire utiliser encore plus de puissance pour contrer les problèmes qu'a créé le développement industriel basé sur la puissance, quoi. En fait, il n'y a pas de pensée critique autour de la puissance matérielle comme force politique. Et la technologie, c'est réellement ça. La technologie est devenue une force politique dans la société actuelle, non pas parce que les machines fonctionnent toutes seules, mais parce qu'il y a aussi beaucoup d'intérêts capitalistes et industriels derrière ce développement technologique. Si on veut réellement sortir du capitalisme, je pense qu'il n'y a pas de révolution possible sans ce qui s'est passé un peu en Espagne dans les années 30. La révolution espagnole, elle n'est pas apparue comme ça d'un seul coup. Il y a tout un mouvement de fond dans les classes populaires, de réappropriation des savoir-faire, d'éducation populaire, de commencer à réfléchir et aussi à s'organiser de manière à pouvoir créer un rapport de force avec les propriétaires privés, avec les capitalistes, avec l'État aussi, qui a fait qu'à un moment, renverser le système était envisageable, quoi. Et là, dans la situation actuelle, on en est très loin.
même s'il y a beaucoup d'initiatives dans beaucoup de sens. Par exemple, les ZAD qui ont été un peu dans ce sens-là. La plupart des gens qui se disent anticapitalistes maintenant, ils sont très loin de pouvoir avoir un réel rapport de force vis-à-vis de l'État, de l'industrie, du capital, etc. Mais c'est quelque chose, c'est une confusion qui est très commune. Reporter a sorti un article récemment aussi pour, en gros, ils font la promotion de petites entreprises, se fournir en énergie chez Enercoop, par exemple, ce serait plus ou moins en fait anticapitaliste. C'est absurde, non? Oui, c'est pas simplement absurde parce que les machines qui sont mises en œuvre dans ce genre d'initiative, c'est qui les produit, sinon l'industrie. Donc on retombe dans la logique du marché et de la rationalisation. Et en général, c'est des structures, que ce soit les éoliennes industrielles qui sont achetées en coopérative, qui sont énormes, ou Enercoop aussi, là aussi c'est une grande organisation qui met en œuvre des moyens assez considérables aussi. Se prétendant anticapitaliste en créant un marché alternatif, c'est juste diversifier l'offre, c'est pas du tout remettre en question le marché lui-même. Donc, Moi, il y a deux slogans que j'entends souvent maintenant du côté des écolos citoyennistes, c'est faire rimer industrie avec écologie. ouais. Et puis pas d'emploi sur une planète morte. Pas d'emploi. Est-ce que ces deux slogans t'inspirent? Le second, c'est ah ouais, si sur une planète morte il y avait des emplois, ça serait super cool. Ouais, c'est un drôle de slogan, je trouve, parce que c'est quoi le but de la vie, quoi? Est-ce que c'est de travailler ou est-ce que c'est de vivre? Moi, j'ai toujours eu tendance à penser que c'était de vivre. Et avoir un emploi sur une planète morte, ça m'intéresse pas trop non plus, quoi. Ça, c'est encore l'idéologie autour du travail, le côté... le travail, c'est forcément le travail salarié. Et c'est forcément être aux ordres d'un patron, faire une tâche dont on se fout un peu parce que on la fait pas pour soi d'abord, on la fait pour un salaire. Ça, c'est vraiment un slogan pourri, en fait. Ouais, faire rimer industrie avec écologie. Ouais, ça c'est encore tout l'imaginaire progressiste, c'est le côté on va sortir de la crise écologique qu'a créé l'industrie, avec encore plus d'industrie, avec une industrie encore plus performante et plus écologique, plus respectueuse de la nature, entre guillemets. Mais le problème de l'industrie, c'est que c'est fondé justement sur le pillage et le gaspillage des ressources. Donc, et l'objectif reste toujours de produire de la puissance et pas de relocaliser la production dans un esprit où on fait avec des ressources qui sont à notre portée, quoi. Donc là, c'est toujours le même imaginaire progressiste qui est à l'œuvre dans ce genre de slogan. Ouais. Ça participe à mon avis de la recomposition du capitalisme actuel. Il y aura peut-être où il y a peut-être déjà eu un pic du pétrole, et il y aura, de toute façon, ça c'est ce que dit un ingénieur comme Philippe Biwix. Enfin, disons, c'est moins facile d'avoir du pétrole conventionnel qu'il y a 10 ou 20 ans. Et donc, effectivement, les industriels, ils anticipent ça, ils réfléchissent à tout ça. Et à mon avis, ils sont plus pointus que les écolos. Mais pas dans une perspective complètement différente, c'est-à-dire de maintenir le système de domination en place. Donc il va falloir le réorganiser sur des bases un petit peu différentes pour que ça continue encore. Croire que en subventionnant une industrie soi-disant verte, on va réussir à sortir de l'industrie fossile, c'est juste une illusion. On va pas sortir de l'industrie de toute façon.